Salut, je m'appelle Sarah. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Phoebe, intitulée « Au restaurant, ma sœur a dit, cette table, c'est pour la vraie famille, pas pour les mendiants placés. » Tout le monde a ri. Puis le serveur m'a tendu une addition de 2700 €. J'ai payé humblement avec ma carte, mais alors grand-mère s'est levée et a dit « C'est bon, j'en ai assez. » Eh bien, allons-y. Je m'appelais Phoebe, j'avais 27 ans quand tout a changé. Je vivais à Lyon et je dirigeais ma petite entreprise de graphisme. Je ne me souvenais pas beaucoup de mes vrais parents. Ils étaient morts dans un accident de voiture quand j'avais 5 ans. Un jour, j'avais un papa et une maman. Et le lendemain, je me retrouvais dans un funérarium, portant une robe noire bien trop grande pour moi. Mes parents avaient des amis, Diane et Robert, qui les connaissaient bien. Ils ont décidé de m'adopter. Je me souviens qu'à l'époque, je me sentais chanceuse. Au moins, je n'allais pas dans la maison de parfaits inconnus. Je connaissais Diane et Robert. Ils avaient 2 enfants, Mélissa, qui avait 10 ans à l'époque, et Julien, 8 ans. Je croyais que j'allais retrouver une vraie famille. Les premiers mois, tout semblait bien. Diane me préparait le petit déjeuner. Robert me tapotait la tête en passant. Mais peu à peu, tout a changé. D'abord, des détails. Mélissa a eu une plus grande chambre, avec de nouveaux meubles. Moi, la petite pièce au fond. Elle a eu des vêtements neufs pour l'école. Moi, ses anciens. Julien a reçu un nouveau vélo. Moi, rien. Tu devrais être reconnaissante, m'a dit un jour Diane, alors que j'avais 7 ans et que je demandais pourquoi je ne pouvais pas avoir de nouvelles chaussures comme Mélissa. On t'a recueilli alors que personne n'en voulait. C'est là que j'ai compris. Je n'étais pas leur fille. J'étais leur œuvre de charité. Et ils ne me laissaient jamais l'oublier. Mélissa était la pire. Elle avait 5 ans de plus que moi et elle en profitait. Maman, pourquoi l'enfant adopté doit s'asseoir avec nous à table, disait-elle assez fort pour que j'entende. Ou, papa, tu peux dire à Phoebe d'arrêter de faire comme si elle faisait partie de la famille. Julien n'était pas mieux. Il disait à ses amis que j'étais juste une fille que ses parents avaient recueillie par pitié. Ça faisait mal à chaque fois. La seule personne différente, c'était grand-mère Éléonore, la mère de Diane. Elle n'avait rien à voir avec sa fille. C'était une femme forte, brillante, qui avait fondé sa propre société pharmaceutique à partir de rien, des décennies plus tôt. Elle était riche, très riche, mais ne s'en vantait jamais. Quand elle venait, elle m'apportait des cadeaux, un livre, une boîte d'aquarelle. Une fois, un collier magnifique, en me disant que j'étais spéciale. L'école n'était pas facile non plus. Mélissa et Julien allaient dans un établissement privé hors de prix. Moi, dans une école publique. Quand ce fut le moment d'aller à la fac, eux sont entrés dans de grandes écoles privées, payées intégralement par Diane et Robert. Moi, après le lycée, Robert m'a fait asseoir pour me dire d'être réaliste. Alors je suis allée dans un petit IUT, avec des prêts étudiants à rembourser. Je travaillais à mi-temps, parfois 2 jobs, pour tenir le coup. J'étais épuisée, mais j'ai obtenu mon diplôme. Et grand-mère Éléonore était là, à ma remise de diplôme. Elle m'a serré si fort que j'en ai perdu le souffle. « Je suis tellement fière de toi », m'a-t-elle dit. Puis elle m'a tendu une enveloppe. Dedans, un chèque de 18 000 €. Utilise-les pour rembourser une partie de tes prêts. Tu les as mérités. Après mes études, j'ai lancé ma société de graphisme. C'était modeste, juste moi et quelques projets freelance, mais ça grandissait. J'en étais fière. Je louais un petit appartement dans un quartier pas très chic de Lyon, mais c'était le mien. Je n'avais plus à partager un espace avec des gens qui me faisaient me sentir inutile. Et puis, il y a une semaine, Mélissa a posté un message sur le groupe familial. Elle organisait une soirée dans un restaurant huppé du centre-ville pour fêter un contrat professionnel. Tout le monde était invité. Diane et Robert avaient financé toute l'affaire, mais Mélissa faisait comme si tout venait d'elle. Le restaurant faisait partie de ces endroits où, quoi que vous portiez, vous avez l'impression d'être mal habillé. Je suis entrée et j'ai tout de suite vu la table. Mélissa riait fort, un verre de vin à la main. Julien était à côté d'elle. Diane et Robert aussi, et grand-mère Éléonore au bout, l'air fatigué. Je me suis approchée, essayant de sourire. « Salut tout le monde !» Mélissa a levé les yeux et son visage a changé. Elle a souri, mais pas gentiment. « Oh Phoebe, dit-elle fort. Je crois que tu devrais trouver une autre table. Celle-ci est pour la vraie famille, pas pour les mendiants placés. » Tout le monde a ri. Sauf grand-mère Éléonore. J'ai senti mon visage brûler. J'avais envie de disparaître, mais partir aurait été pire. Alors je me suis assise, près de ma grand-mère, qui a serré ma main. J'ai essayé de parler pendant le repas.
Je venais de signer un contrat de 45 000 €, le plus gros de ma carrière. J'étais tellement heureuse, j'avais envie de partager la nouvelle. J'ai une bonne nouvelle, ai-je commencé. J'ai signé un contrat la semaine dernière. C'est bien Phoebe, a dit Diane, sans même me regarder, avant de se tourner vers Melissa. Ma chérie, raconte-nous ton affaire. Et voilà. Personne ne s'est intéressé à moi. Je suis restée silencieuse pendant qu'ils riaient, buvaient et commandaient les plats les plus chers. Des entrecôtes, du homard, du vin plus cher que mon loyer. Quand le serveur est arrivé avec l'addition, il l'a posé juste devant moi. Je l'ai regardé, 2700 €. Melissa m'a souri. Ah, je ne t'ai pas dit? C'est toi qui paies, Phoebe. Considère ça comme un remerciement pour tout ce qu'on a fait pour toi. On t'a élevé après tout. Le minimum, c'est de nous offrir le dîner. Mon cœur battait à tout rompre. Je n'avais pas les moyens de payer ça. Je n'avais évidemment pas une telle somme de côté. Mais tout le monde me regardait. Mes mains tremblaient pendant que je sortais ma carte et l'attendais au serveur. Je ne savais même pas si la transaction passerait. Elle est passée de justesse. Le serveur s'est éloigné et je suis restée là, vidée. Puis grand-mère Éléonore s'est levée brusquement. Sa chaise a raclé le sol avec un bruit sec. Tout le monde l'a fixée. Cela fait des années que je regarde cette scène, dit-elle d'une voix dure et glaciale. Vous maltraitez cette fille depuis trop longtemps. Et j'en ai assez. Maman, de quoi tu parles? Demanda Diane, tentant de rire. J'ai un cancer du pancréas, stade 4, répondit grand-mère calmement. Il me reste environ 6 mois à vivre. Et la semaine dernière, j'ai modifié mon testament. Phoebe héritera de tout. Chaque centime. Environ 140 millions d'euros. Pendant une seconde, plus un son. Plus un souffle. Puis tout a explosé. Melissa devint rouge écarlate et abattit ses mains sur la table si fort que les verres tremblèrent. Tu n'as pas le droit. Cet argent est à nous. Nous sommes ta vraie famille. Julien se leva d'un bond, renversant sa chaise. J'ai des dettes, mamie. Je comptais sur cet héritage. Tu ne peux pas tout lui donner. Diane criait aussi. Maman, tu dérailles. On contestera ça. Tu n'es pas dans ton état normal. Robert répétait sans cesse. C'est insensé, complètement insensé. Moi, je restais pétrifiée. Ma grand-mère était en train de mourir, et tout ce qu'il voyait, c'était l'argent. Pas elle. Pas sa douleur. Rien d'autre que l'argent. Grand-mère. Soufflai-je, la voix tremblante. Je suis tellement désolée. Elle me regarda et son visage s'adoucit. Ne sois pas désolée, ma chérie. C'est exactement ce que je voulais. Elle prit mon bras. Raccompagne-moi chez moi, Phoebe. Je l'aidai à se lever. Mais Melissa m'attrapa violemment le bras, les ongles plantés dans ma peau. C'est toi. Tu l'as manipulé. Lâche-moi, dis-je en me dégageant. On ira au tribunal, siffla-t-elle. Tu ne verras jamais un centime de cet argent. Je ne répondis pas. J'aidai grand-mère Éléonore à sortir du restaurant, tandis qu'en arrière-plan, leurs cris continuaient. Je la ramenai à son domaine, une splendide demeure ancienne à la sortie de Lyon, où j'allais souvent quand j'étais petite. Le trajet se fit en silence. Ça va? Lui demandai-je en arrivant. Je suis fatiguée, répondit-elle, mais soulagée. J'aurais dû faire ça il y a des années. Le lendemain matin, mon téléphone explosait de messages. Melissa, Julien, Diane, Robert, tous enragés, tous menaçants. Je n'en lus presque aucun. Puis grand-mère m'appela. Phoebe, j'aimerais que tu viennes vivre avec moi, dit-elle doucement. Je n'ai plus beaucoup de temps et je veux le passer avec toi. Cet après-midi-là, je fis mes valises. Je n'avais pas grand-chose, mon petit appartement était à peine meublé. Quelques heures plus tard, j'étais installée dans une chambre d'amis du domaine. Tout semblait irréel. Quand j'arrivai, un homme m'attendait dans le salon. Il devait avoir une 50aine d'années, portait un costume impeccable et tenait une mallette. Phoebe, voici maître Cartier, dit grand-mère Éléonore. C'est mon avocat. Il va tout expliquer. Il me serra la main et ouvrit sa mallette. Il sortit une pile de documents. Le patrimoine de votre grand-mère est évalué à environ 140 millions d'euros, dit-il. 40 millions en liquidité et le reste en immobilier et placement. Depuis la semaine dernière, vous êtes l'unique héritière. Je n'arrivais pas à réaliser. Ces chiffres me semblaient irréels. Il y a autre chose que tu dois savoir, ajouta grand-mère, le visage grave. Quand Diane et Robert t'ont adopté, ils ont reçu de l'argent. Beaucoup d'argent. Comment ça? Demandai-je.
Maître Cartier sortit un autre dossier. Tes parents biologiques avaient créé une fiducie avant leur décès, environ 700 000 euros, pour ton éducation et tes besoins. Ils avaient donné à Diane et Robert un accès total, parce qu'ils leur faisaient confiance. Je sentis un frisson glacé me parcourir. Et qu'est-il advenu de cet argent? Grand-mère Éléonore baissa la voix. Ils l'ont dépensé. Tout. En vacances, en voiture, en école privée pour Mélissa, en université pour Julien. Pas un centime pour toi. Je n'arrivais plus à respirer. 700 000 euros. C'était mon argent. L'héritage que mes parents m'avaient laissé. Et ils l'avaient volé. J'ai découvert ça il y a 2 ans, poursuivit grand-mère. Depuis, je rassemble les preuves, relevés bancaires, factures, tout. Maître Cartier a déposé hier une plainte civile contre Diane et Robert pour 2,1 millions d'euros, intérêt compris sur 22 ans. Les jours suivants furent un chaos total. L'histoire avait fuité dans les médias. D'abord les journaux locaux, puis toute la presse nationale. Une Lyonnaise hérite de millions tandis que sa famille adoptive est poursuivie en justice. Les commentaires sur Internet étaient partagés. Certains disaient que j'étais une profiteuse qui avait manipulé une vieille femme. D'autres pensaient que grand-mère Éléonore avait bien fait de couper les ponts avec une famille toxique. Je ne lisais presque rien. Je restais au domaine, essayant d'ignorer mon téléphone. Mais un après-midi, Maître Cartier m'appela avec une mauvaise nouvelle. Ta famille d'accueil a engagé un détective privé. Ils cherchent le moindre élément contre toi. Et ils ont déposé une plainte pour contester le testament. Ils affirment qu'Éléonore n'était plus saine d'esprit quand elle l'a modifié. Grand-mère ne semblait pas inquiète. Qu'ils essaient, dit-elle calmement. Nous avons toutes les preuves nécessaires. Une semaine plus tard, elle convoqua une conférence de presse. Nous sommes entrés dans une salle remplie de journalistes et de caméras. Grand-mère s'assit à une table, Maître Cartier à ses côtés. Moi, je restais un peu en retrait, le cœur battant. Merci à tous d'être venus, déclara grand-mère Éléonore, d'une voix ferme et claire. Je tiens à répondre aux rumeurs concernant mon testament. Je suis pleinement lucide. Voici les certificats médicaux de 3 médecins confirmant ma capacité mentale. Maître Cartier distribua des dossiers aux journalistes. Je veux aussi répondre à la plainte déposée par ma fille et mon gendre, poursuivit grand-mère Éléonore. Ils affirment que je suis manipulée. La vérité, c'est qu'ils ont volé 700 000 euros provenant du fonds de fiducie de Phoebe. Voici les relevés bancaires qui le prouvent. Maître Cartier distribua de nouveaux dossiers. Les journalistes griffonnaient frénétiquement. Et enfin, voici les preuves de plusieurs années d'abus et de négligence envers Phoebe. Grand-mère sortit son téléphone. Ceci est une vidéo tournée la semaine dernière, au restaurant. Regardez ce que ma petite fille Mélissa dit à Phoebe. La vidéo apparut sur l'écran derrière elle. On voyait Mélissa, très clairement, me dire. Trouve une autre table. Celle-ci est pour la vraie famille, pas pour les mendiants placés. Tout le monde riait, sauf grand-mère Éléonore. La salle de conférence devint soudain silencieuse. C'est alors que la porte s'ouvrit brusquement. Mélissa entra, furieuse, le visage déformé par la colère. C'est faux, hurla-t-elle. Phoebe m'a volé mon héritage. Elle a monté grand-mère contre nous. Les caméras se braquèrent sur elle, mais elle ne s'en rendit même pas compte. Nous, on l'a élevée. On mérite cet argent, ces 700 000 euros, parce que la supporter, c'était un enfer. Je la vis réaliser ce qu'elle venait de dire. Son visage devint livide. Maître Cartier esquissa un sourire. Un journaliste lança. Est-ce que vous venez d'avouer devant caméra avoir détourné l'argent du fonds de fiducie? Mélissa tenta de se rattraper, mais c'était trop tard. Le mal était fait. La vidéo de Mélissa fit le tour d'Internet. 15 millions de vues en quelques heures. Partagée, commentée, moquée sans répit. Les titres changèrent du jour au lendemain. La famille d'accueil avoue avoir volé le fonds d'héritage. Crise de nerfs de Mélissa Wilson, la vidéo qui scandalise la France. L'opinion publique se retourna enfin contre eux. Julien tenta de redorer leur image. Il donna une interview à une chaîne locale, jouant la victime. Nous aimions Phoebe comme notre propre sœur. Cette histoire a déchiré notre famille. Mais les journalistes fouillèrent. Ils retrouvèrent d'anciens messages où Julien se moquait de moi, et d'anciens camarades qui confirmèrent que la famille me traitait comme une moins que rien. L'interview se retourna contre lui. Alors Diane engagea une agence de communication hors de prix. Elle donna une interview en larmes à un magazine, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. J'aimais Phoebe comme ma propre fille.
Mais elle a manipulé ma mère. Elle l'a retournée contre nous. Ma mère était malade, vulnérable, et Phoebe a profité de sa faiblesse. Quand grand-mère Éléonore vit l'interview, elle éclata de rire. Qu'elle gaspille son argent en agence de presse, dit-elle calmement. La vérité sortira au tribunal. Un mois plus tard, le procès commença. Nous sommes arrivés tôt au tribunal de Lyon. Des journalistes partout. Des flashs, des micros, une foule dense. Maître Cartier marchait à nos côtés, déterminé. À l'intérieur, je les vis. Diane, Robert, Mélissa, Julien. Assis ensemble, de l'autre côté de la salle. Leur regard envers moi était glacial, plein de haine. La juge, une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux gris, avait une expression sévère, sans complaisance. Elle examina chaque pièce du dossier avec rigueur. Maître Cartier commença par les rapports médicaux, prouvant que grand-mère Éléonore était pleinement lucide lorsqu'elle avait modifié son testament. 3 médecins différents avaient confirmé la même chose. Elle était consciente, rationnelle et parfaitement capable de décider. L'avocat de Diane tenta de plaider que la maladie avait affecté son jugement, qu'elle n'était pas dans son état normal à cause de la peur et de la douleur. La juge resta impassible. Elle n'y crut pas une seconde. Puis Maître Cartier présenta les preuves concernant le fonds de fiducie. Relevé bancaire détaillant les dépenses, vacances en Europe, une BMW neuve pour Robert, les frais de scolarité privés de Mélissa et Julien. Pas un seul euro dépensé pour moi. L'avocat tenta de prétendre que cet argent avait servi à toute la famille. Que j'en avais bénéficié moi aussi. Alors Maître Cartier sortit d'autres preuves. Des photos de moi portant les vieux vêtements de Mélissa, des relevés scolaires montrant que j'étais allée dans une école publique, tandis que mes frères et sœurs fréquentaient des établissements privés. Et mes dossiers de prêts étudiants pour prouver que j'avais dû emprunter afin de financer mes études. Le visage de la juge se durcit. Puis vint la partie sur les abus. Maître Cartier repassa la vidéo du restaurant. Mélissa me disant que je n'étais pas de la vraie famille. Tout le monde riant, sauf grand-mère Éléonore. Il montra aussi des captures du groupe familial, où il se moquait de moi, m'insultait, me rappelait sans cesse que je n'étais qu'une enfant adoptée. Des années de messages humiliants. Le procès dura 3 jours. Le dernier jour, la salle d'audience était pleine à craquer. Je serrais la main de grand-mère Éléonore. Elle paraissait épuisée. Son cancer empirait. Je le voyais dans ses yeux. La juge prit la parole. Après examen de toutes les preuves, je conclus qu'Éléonore Durand était saine d'esprit lorsqu'elle a modifié son testament. Ce testament est donc valide et exécutoire. Phoebe est l'unique héritière légitime du patrimoine. Diane éclata en sanglots. Robert enfouit sa tête dans ses mains. Mélissa resta figée, la mâchoire serrée. De plus, poursuivit la juge, il est prouvé que Diane et Robert Durand ont détourné les fonds de la fiducie, destinés à Phoebe par ses parents biologiques. Ils sont condamnés à rembourser 2,1 millions d'euros dans un délai de 90 jours. Nous n'avons pas cet argent, cria Robert. La juge frappa de son marteau. Vous auriez dû y penser avant de le dépenser. Et l'audience fut levée. 3 semaines plus tard, grand-mère Éléonore allait plus mal. Elle restait au lit la plupart du temps, trop faible pour se lever. Je restais près d'elle jour et nuit. Nous regardions de vieux films ensemble. Elle me racontait sa jeunesse, la création de son entreprise, les épreuves, les succès, et combien elle était fière de moi. Elle est morte en me tenant la main. Et j'ai pleuré, plus que je n'avais jamais pleuré de toute ma vie. C'était la seule personne qui m'avait vraiment aimée. Et maintenant, elle n'était plus là. Les funérailles furent intimes, juste moi, Maître Cartier, et quelques anciens amis de grand-mère Éléonore, venus du monde des affaires. Diane et sa famille ont tenté de venir, mais j'avais engagé des agents de sécurité. Je ne voulais pas qu'ils fassent semblant de s'en soucier maintenant. Après la cérémonie, Maître Cartier me prit à part. Tout le patrimoine est désormais officiellement à ton nom, me dit-il. 140 millions d'euros. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je savais exactement quoi répondre. Je veux créer une fondation, ai-je dit. Pour les enfants placés, ceux qui subissent des abus, qu'on exploite, qu'on oublie. Je veux leur offrir de l'aide juridique, du soutien psychologique, de l'argent pour les études, tout ce que je n'ai jamais eu. Je l'ai appelée la Fondation Éléonore Durand pour les enfants placés. C'était juste. C'est ce qu'elle aurait voulu. Pendant ce temps, Diane et Robert s'enfonçaient. Ils ne pouvaient pas payer les 2,1 millions d'euros imposés par le tribunal.
Ils durent vendre leur maison, leur voiture, tout ce qu'ils possédaient de valeur. Et même ainsi, ce n'était pas assez. Maître Cartier poursuivit les démarches légales, et Robert fut inculpé pour fraude liée au détournement du fonds. Il fut condamné à 3 ans de prison. Diane, elle, reçut 2 ans de sursis. Julien dut rembourser les 400 000 € dépensés pour ses études. Sa fiancée l'abandonna quand le scandale éclata. Il travaillait désormais 2 emplois pour rembourser ses dettes. Mélissa perdit tout. Son mari demanda le divorce après la vidéo virale. Son entreprise s'effondra, plus personne ne voulait travailler avec elle. Même le détective privé qu'elle avait engagé la poursuivit en justice pour facture impayée. Elle était ruinée. 1 an passa. 1 an depuis ce dîner au restaurant, celui qui avait tout changé. Parfois, j'avais l'impression que c'était une autre vie. Parfois que c'était hier. Je me jetais corps et âme dans le travail. La fondation Éléonore Durand grandissait vite. La première année, nous avions aidé plus de 200 enfants placés. Des enfants maltraités. Des enfants volés par leur famille d'accueil. Des enfants qui avaient juste besoin que quelqu'un croie en eux. Nous leur offrions des avocats, des psychologues, des bourses d'études. Tout ce que j'aurais voulu qu'on m'offre. Mais j'avais aussi repris l'entreprise pharmaceutique d'Éléonore. Au début, j'étais terrorisée. Je n'y connaissais rien à la gestion d'une société de cette taille. Alors j'ai recruté des gens compétents, écouté leurs conseils, appris pas à pas. Et ça a marché. Mieux que je ne l'aurais cru. L'entreprise prospérait, s'étendait sur de nouveaux marchés, développait de nouveaux traitements. Un jour, un magazine économique m'a appelé. Il voulait faire un portrait de moi. J'ai failli refuser, je détestais l'attention. Mais Maître Cartier m'a convaincu. Ce serait bon pour la fondation. L'article parut 1 mois plus tard. Le titre ? Phoebe Durand, PDG, de l'enfant placé à l'empire pharmaceutique. Il parlait de ma réussite, de la croissance fulgurante de l'entreprise, de la fondation et de tout le bien qu'on faisait. Ils évoquaient à peine l'héritage ou le scandale. Je n'étais plus l'enfant adopté devenu millionnaire. J'étais une dirigeante. Quelqu'un qui comptait pour ce qu'elle avait accompli, pas pour ce qu'elle avait subi. La vie était belle, mais solitaire. J'avais complètement coupé les ponts avec Diane, Robert, Mélissa et Julien. Bloqué leurs numéros, leurs courriels, tout. Pendant des mois, plus rien. Puis les messages ont commencé. D'abord Julien. Phoebe, je suis désolée. J'ai tout gâché. Je n'en peux plus, s'il te plaît, parlons-en. Supprimé. Puis Mélissa. J'ai tout perdu. Mon mari, mon entreprise, tout. Je sais que je ne mérite pas ton aide, mais je t'en supplie. Supprimé aussi. Puis vint un long courriel de Diane. Elle m'écrivait qu'elle restait ma mère, que la famille devait savoir pardonner, qu'elle regrettait tout, que Robert était en prison, qu'elle était seule, épuisée, qu'elle avait besoin d'aide. Je l'ai lu 1 fois. Puis supprimé. Même Robert m'a écrit, depuis sa cellule. 5 pages pleines d'excuses, de regrets et de justifications. Il disait qu'il avait fait des erreurs, mais qu'il m'aimait toujours, et qu'il espérait que je pourrais l'aider à payer ses frais d'avocat. Peut-être même réduire sa peine. J'ai jeté la lettre à la poubelle. Il ne comprenait pas. Après tout ce qu'il m'avait fait subir, il croyait qu'un simple pardon suffirait. Qu'un peu de remords effacerait 22 ans de mépris. Mais ils n'ont jamais été ma famille. Ils étaient juste des gens qui m'avaient utilisé. Ma vraie famille, c'était grand-mère Éléonore. Et elle n'était plus là. La fondation me tenait occupée. Nous avions ouvert un second bureau à Paris, puis un autre à Lille. Nous aidions des enfants dans toute la France. Chaque fois que je rencontrais un jeune placé, qui me rappelait moi autrefois, effrayé, seul, mais courageux, je faisais en sorte qu'il reçoive tout ce dont il avait besoin. Un avocat, un psychologue, une bourse d'études, et surtout, quelqu'un qui croyait en lui. Un jour, je parcourais les nouvelles demandes d'aide, quand je vis un nom familier, Mélissa Durand. Elle écrivait qu'elle avait tout perdu, qu'elle vivait dans un minuscule appartement, qu'elle travaillait dans une boutique, qu'elle regrettait tout. Je suis restée longtemps à regarder ce dossier. Une part de moi voulait l'aider, pas parce qu'elle le méritait, mais parce que je n'étais pas comme elle. Je n'étais pas cruelle. Mais je me suis rappelé ce dîner. Ces mots, tu n'es pas de la vraie famille. Les vêtements usés, les humiliations, les rires. Et cette fois où elle m'avait laissé payer une facture de 3 000 € sans lever le petit doigt. J'ai pris le tampon, marqué rejeté en rouge, et je suis passé au dossier suivant.
Ils ont encore essayé plusieurs fois de me recontacter. Diane est même venue jusqu'au bureau de la Fondation Éléonore Durand. Les agents de sécurité l'ont raccompagnée avant qu'elle ne puisse passer le hall d'entrée. Julien a tenté de m'écrire via LinkedIn. Je l'ai bloqué. Mélissa a envoyé un message par une connaissance commune, me suppliant de lui accorder 5 minutes. La réponse fut toujours la même, non. Ils avaient fait leur choix. Pendant 22 ans, ils m'avaient montré exactement ce qu'ils pensaient de moi. Ils m'avaient volé, humilié, rabaissé, et ils en avaient ri. Aujourd'hui, ils en payaient le prix. Robert était toujours en prison. Diane vivait dans un petit appartement, avec un emploi minable payé au SMIC. Julien croulait sous les dettes, travaillant jour et nuit pour rembourser. Mélissa, elle, n'avait plus rien. Ni mari, ni entreprise, ni réputation. Et moi? Je dirigeais une entreprise valant plusieurs millions d'euros. J'aidais des enfants qui avaient besoin de moi. Je vivais dans le magnifique domaine qu'Éléonore m'avait légué. Et surtout, je construisais quelque chose qui avait du sens. Chaque dimanche, j'allais fleurir sa tombe. Je lui racontais les dernières nouvelles. Les enfants que nous avions aidés, les progrès de la fondation, les succès de l'entreprise. Parfois, je pleurais. Parfois, je restais juste là en silence. Mais à chaque fois, je la remerciais. Pour son amour, pour sa confiance, pour m'avoir donné la chance de devenir quelqu'un. Un matin, le soleil brillait doucement à travers les arbres. Et j'ai murmuré. Tu me manques, grand-mère. Les oiseaux chantaient. Le vent faisait frémir les feuilles. Et j'ai ajouté en souriant. Mais je vais bien. Je suis heureuse. Et je fais en sorte qu'aucun autre enfant ne vive ce que j'ai vécu. Comme tu le voulais. Le vent s'est levé un peu plus fort. Comme une réponse. Et j'ai eu envie de croire qu'elle m'entendait. La vie n'était pas parfaite. Il y avait encore des jours sombres. Des jours où je me sentais seule. Des jours où je me demandais si j'avais eu raison de les couper de ma vie. Mais ensuite, je repensais à celle que j'étais avant. Une fille qui se battait pour être aimée. Par des gens incapables de la voir. Et je repensais à celle que j'étais devenue. Forte, libre, indépendante. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Je n'avais plus besoin d'eux. J'avais l'héritage d'Éléonore à faire vivre, une entreprise à diriger, des enfants à protéger, et surtout, une vie qui enfin m'appartenait complètement.